de féliciter l'auteur pour cette initiative. Initiative absolument salutaire parce que les hommes sont amnésiques. Ils ont tendance à oublier même ce qu'il y a de plus dur. Et les spécialistes ont dit, le professeur Seydi le confirmera peut-être, que les pandémies, à défaut d'être cycliques, reviennent de période en période, toujours plus dures parce que les hommes sont plus nombreux. Et on oublie les précédentes, qui ont déjà fait beaucoup de morts aussi, et beaucoup de malheureux, beaucoup de misère. Dès que c'est passé, les hommes ont tendance à oublier. Écrire comme le fait M. Seck, c'est donc une piqûre de rappel, montrer aux hommes qu'ils doivent être vigilants. Deuxièmement, ayant eu cette expérience du Covid pour avoir vu le virus et avoir été hospitalisé pendant près d'un mois, j'ai fait des témoignages sur les hommes et femmes qui m'ont accompagné pendant ce séjour, c'est-à-dire le personnel médical et le comportement de ma famille, mais aussi des réflexions sur les rapports entre le malade et le médecin. Et donc, autant de choses qui montrent que la maladie, cette pandémie est une question de santé publique fondamentale et que, comme je l'ai dit en citant un adage de ma langue pulaar dans cet ouvrage, il faut absolument que tout le monde, hommes et femmes, et les pouvoirs publics prennent très au sérieux la question de la santé. Et c'est une des priorités, si ce n'est la priorité des priorités, puisque c'est la condition sans laquelle on ne peut rien faire d'autre. Cet adage pulaar dit, la santé, c'est l'article premier de la prospérité. Les hommes cherchent dans la vie la prospérité, c'est-à-dire à devenir riches, à avoir davantage, à avoir beaucoup d'enfants, beaucoup de maisons, beaucoup d'argent, etc. Mais vous ne pouvez pas avoir tout cela, ou si vous avez tout cela sans la santé, ça ne sert à rien. Donc la santé est l'article premier de la prospérité. C'est par ces mots que je voudrais terminer et vous remercie encore de m'avoir associé. Un père de famille qui fait un malaise à 100 mètres de chez lui et qui décède, on ne sait pas de quelle pathologie. Il décède à midi, et il habite la rue, hein? Il décède à midi dans la rue où il habite. Jusqu'à 18h, la dépouille n'avait pas été enlevée. Et ça, ce sont des images très fortes que les gens retiennent et ont vécues et qui véritablement a bouleversé la population. La Covid-19 a fait beaucoup de mal dans ce pays. Et nous avons une population qui ne comprend pas toujours les véritables enjeux dans le domaine de la santé. Parce que nous avons une manière de vivre, une manière de comprendre les choses. Il a fallu que Pape Diouf décède ici pour que les Sénégalais comprennent qu'effectivement, la Covid était là et qu'elle tuait, et qu'elle était capable de tuer. Quand un communicateur traditionnel a dit que c'était un faux problème, il a fallu qu'on l'interpelle pour permettre aux gens de comprendre qu'effectivement, il y avait un drame sous nos yeux qui se jouait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour anticiper sur ces questions de pandémie? C'est véritablement la question que les gens doivent se poser pour éviter qu'à l'avenir, que nous ne soyons pas surpris. Parce qu'en fait, la Covid, quand elle est arrivée, personne ne savait à quoi ça tournait. Ni les populations, encore moins les scientifiques qui n'avaient pas encore, en tout cas, la maîtrise totale de la chose. Donc, c'est allé dans tous les sens et chacun en faisait à sa tête. Bon, il y a des gens qui passaient le temps à boire du chaud, pensant que ça pouvait régler le problème, alors qu'en réalité, ça dépassait notre entendement. C'est pourquoi l'ouvrage de Mamadou Seck, qui campe le sujet autour de cette problématique de la santé publique, est véritablement un bouffée d'oxygène dense, si on peut l'appeler comme ça, parce que ça a permis de comprendre pourquoi, comment ça s'est déroulé au Sénégal, avec des témoignages qui sont très forts, mais également avec des hommes, avec le politique qui prend la parole. Tout ça fait que le livre a beaucoup de qualité et je vous recommande véritablement de lire ce livre-là. Et j'en veux pour preuve, quand vous amenez un malade à l'hôpital, vous vous rendez compte que vous n'avez pas d'interlocuteur. Vous pouvez rester 24 heures, on ne vous dira jamais que votre malade a telle pathologie ou telle autre pathologie.
les accompagnants souffrent dans les hôpitaux. Et ça, c'est un vrai problème. Et ailleurs, j'imagine que ça ne se passe pas comme ça. Bon, ça, c'est des choses auxquelles nous sommes confrontés au jour le jour. Et dans cet ouvrage, quand vous lisez cet ouvrage-là, vous vous rendez compte que quelque part, les populations n'avaient pas toujours les bonnes informations. Quand je lis dans le livre que l'épouse de Pape Diouf a appris à la RTS, à la télé, le décès de son mari, c'est parce qu'il y a un problème de communication terrible. Donc ceci n'enlève en rien le mérite du corps médical qui se bat. Et d'ailleurs, c'est l'une des plus grandes richesses de ce pays. Nous avons des ressources humaines de qualité dans ce secteur. Mais malheureusement, souvent, les infrastructures, le plateau technique ne suit pas, ou bien il y a également un déficit de personnel. Et ça, ce sont des problèmes réels que le Covid a posé et en tout cas a remis au goût du jour. Félicitations mon frère. Je crois que ce n'est qu'une première, parce que je considère que les 3 derniers livres, ce n'étaient pas des livres. Je pense que ce n'est qu'une première et qu'on assistera à d'autres chefs-d'œuvre sur les problèmes sociétaux de ce pays, sur les problèmes économiques et même douaniers de ce pays. Je sais qu'il est extrêmement informé de ce qui se passe dans ce pays. Je n'ai pas entré dans la teneur du livre, parce que je ne l'ai pas lu. C'est vrai qu'il me l'a envoyé, je ne l'ai pas lu, parce qu'il y a un passage où il me cite, et c'était une soirée très difficile pour moi, il sait de quoi je parle. Je vais prendre le temps de lire et puis de débriefer avec lui. C'est un livre fondamental qui est un complément indispensable à tout ce qui a été écrit jusqu'ici. En vérité, chacun peut regarder la pandémie avec le prisme qui est le sien. En tout état de cause, nous devons tous nous intéresser aux pandémies. Et parmi ceux qui ont écrit sur les pandémies, puisqu'un philosophe est là, je vais rappeler Albert Camus, qui a écrit La Peste, un magnifique ouvrage. Certains disent que c'est une, comment on l'appelle encore, c'est une allégorie de l'occupation nazie. Mais je ne pense pas, parce que la description de l'épidémie est tellement précise. Et dans ce livre de Camus, il y a question de confinement, de mort, de révolte, de responsabilité face à une crise sanitaire majeure, comme exactement durant la Covid. Et la peste, la première épidémie à avoir été décrite, a été décrite par un philosophe à Athènes. Et cette peste avait détruit, avait tué le tiers de la population d'Athènes de l'époque. Ensuite, il y a eu beaucoup d'autres pandémies. Donc, la pandémie, c'est l'affaire de tous. Pour dire que, pour confirmer que la pandémie doit tous nous intéresser, on ne peut pas ne pas se rappeler de l'histoire. Au XXe siècle, il y a eu la variole qui a causé 300 millions de décès avant que l'Organisation mondiale de la santé n'arrive à faire barrage à cette pandémie. Et la variole a été éradiquée suite à une campagne massive de vaccination. Ce fut un énorme succès pour l'OMS, mais aussi pour les vaccins. Tout de injustement aujourd'hui dénigré et combattu dans le monde. Mais l'OMS a déclaré l'éradication de la variole en 1980 et juste un an après, il y a eu la pandémie de l'infection à VIH-Sida qui a déjà ôté la vie à 44 millions de personnes. Et pour l'infection à VIH, il n'y a pas de vaccin. S'il y avait un vaccin, ce serait beaucoup plus facile. Il y a des points obscurs et ces points risquent d'être encore obscurs pendant longtemps. On pense que l'homme, le premier cas, a été infecté par un animal hôte intermédiaire et que cet animal a été infecté à partir d'un réservoir de virus
qui se trouve être une chauve-souris. Mais ce qui est constant, c'est qu'il s'agit d'une zoonose, c'est-à-dire une maladie humaine d'origine animale, comme la Mpox et la maladie de la vallée du Rift qui actuellement font l'actualité. Cela permet de rappeler l'importance de la notion de One Health dont l'OMS a fait état, c'est-à-dire l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. C'est vrai que dans les années à venir, on aura de plus en plus de flambées épidémiques, mais est-ce qu'on peut éviter une pandémie, oui ou non? Ça, je m'exprimerai sur cette question lorsque je présenterai la leçon inaugurale de l'UCAD pour la rentrée académique 2025-2026. Ce qui est clair, les épidémies, on ne peut pas les empêcher de survenir, mais pour les pandémies, il y a des réflexions à mener. Et à mon avis, c'est quelque chose qu'on peut absolument éviter. Et je reviendrai sur toutes ces notions, peut-être que ça fera l'objet de discussion. Je compte même publier un article là-dessus dans une revue scientifique. Dans le monde, il y a quelques rares décès, mais depuis aussi 2023, mai 2023, la pandémie Covid-19 n'est plus considérée comme une urgence de santé publique de portée internationale. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, ce sont des problèmes qui sont liés à ce qu'on appelle le Covid long, ou long Covid, ou maladie post-Covid-19. Les signes les plus fréquemment observés, c'est les troubles de la mémoire, l'anxiété, la dépression, les soufflements, les douleurs articulaires, les douleurs musculaires et une fatigue intense. Et cela est responsable d'un absentéisme majeur. D'ailleurs, dans le monde, on a considéré, d'après des études menées par des économistes, que cette maladie post-Covid-19 faisait perdre à l'économie mondiale au moins 1000 milliards de dollars par an, soit 1% du PIB mondial. La pandémie nous intéresse tous, mais il n'est pas donné à tout le monde d'écrire un livre sur la pandémie. C'est pourquoi quand quelqu'un a le courage, a l'énergie, a l'intelligence d'écrire un livre, nous devons de le lire et d'en tirer des leçons. Personnellement, j'ai lu tous les livres qui ont été produits sur cette pandémie ici au Sénégal, et chaque livre m'a apporté quelque chose. Alors, le livre de M. Seck nous apporte plusieurs enseignements, mais je voudrais tout simplement en souligner quelques-uns. Le premier enseignement est en rapport avec le titre. Le premier enseignement, c'est qu'il faut établir de bonnes relations entre les scientifiques et les politiques en ayant comme seul objectif l'intérêt de la population. L'auteur mentionne des difficultés relationnelles entre scientifiques et politiques durant la gestion de la pandémie ici au Sénégal. Personnellement, je n'ai jamais abordé cette question et je ne l'aborderai pas, sauf si j'en vois la nécessité, parce que mon éthique m'empêche d'aborder des questions sur lesquelles les gens vont se focaliser si cet abord n'apporte pas quelque chose. C'est le travail qui a été fait par M. Mamadou Seck. J'admets que je n'ai pas lu le livre, je n'ai pas eu le temps ni l'opportunité, mais je m'en suis fait des idées par rapport au contenu. D'abord par rapport vis-à-vis de sa personnalité professionnelle, c'est un journaliste, c'est un auteur, mais surtout il a été dans l'investigation. Et toujours pour aborder cet aspect social très important dans le quotidien des Sénégalais, le courage de parler à l'opinion dans une démarche juste et vraie, dans une démarche scientifique. Et l'intitulé de ce livre permettait qu'ample le débat entre une dimension sociale, politique et une dimension scientifique.
le conflit qu'il y a entre le politique et le scientifique. Et c'est là où il est très intéressant de faire un témoignage vis-à-vis de mon très cher ami, le professeur Seydi. Et c'est un comble. Est-ce que je dois parler en tant que victime, malade de la Covid, en tant qu'employé de l'hôpital de Fann? Je suis agent à la cellule de contrôle et de vérification des recettes au niveau de l'hôpital de Fann. En tant que journaliste communicant de formation, je suis sortant de l'ICIT. En tant que président du Révocap, nous avons été aux avant-gardes effectivement de l'avènement de la Covid. Ou bien en tant que Sénégalais, bu toog dégg coow li dund situation yi te amu ci benn idée bu mu ciy def bu précise. Et c'est là où c'est très important liggéey bi ngay def. Je ne sais pas ndax dinañ ko mën a appréhender selon nos réalités sociales, parce que nous empruntons un langage qui nous est un peu étranger, le français, pour expliciter profondément la problématique qu'il y a eu dans le cadre de cette Covid-là. Et en général, les gens nous parlent de gestion financière. C'est vrai que le professeur Kane bind na, yow it bind nga, man ak professeur Seydi waxtaan nañ ci sànq, mais li ci gën a neex mooy tey nga bind livre boo xam ne à la limite am na foo xam ne da ngay apostropher le professeur Seydi. ñu indi ne que une telle personnalité wax na lii ci yow. mënoon nga xaw a réticent, mënoon nga xaw a complaisant, mais non, professeur Seydi bi may jàppale ci rédaction bi du ma mën a permettre, wala c'est gênant ma jox la parole à une autre personne muy wax loo xamante ni c'est mensonger, nous en sommes témoins, et c'est contrariant. Mais malgré tout cela, vous avez eu le courage intellectuel, la responsabilité professionnelle, le kooku wax ci forme yi rafet nga indi jox ko moom mu xool moom it mu am grandeur xam ne que da nga nekk ci liggéey, da nga war a informer. Nous sommes en démocratie, keneen ki tamit am na droit yëkkati kàddu, même bu dee la mu yëkkati kàddu yi mu yëkkati du dëgg. Et loolu dañ ko soxla tey jii ci société Sénégal, mooy ñi ñuy wax dëgg, ndaxte li yàqu ci réew mi yëpp ñàkk wax nit ñi dëgg, opportunisme, intérêt crypto-personnel, politique politicienne, et dans tous les mondes, même dans votre monde scientifique, professeur, on a été témoin de beaucoup de choses. Et le préjudice est incalculable vis-à-vis des Sénégalais. moo yàq suñu réew mi yëpp. Donc bu ñu gisee tey livre bii donte soriwuñ ci li ñu koy lire, mais ñu gis ci la situation par exemple de la disparition de Pape Diouf, tel que ni mu demee, ñu bañ ñu nax biñ koy doogoo hospitalisé, on en avait discuté en toute confidence. fa mu njëkk dal dafa ruslu ñu ne ku mel ni moom donte nag gënuñu ñun ñëpp, mais nag mag la woon am tur feebar ba mu njëkk ñëw ci hôpital amul fu ñu koy teg lu dul ci benn presque débarras. C'est un problème boo xam ne sénégalais dañ ko war a xam, ñu rapporté ko ci livre bi. Je me rappelle mës naa génn def benn communication. Oui, professeur Seydi, je cite, dites-nous la vérité, rien que la vérité. Et on en avait besoin. wax ma wax sànq am na ngeen baal ma xawma nuñ ko mën a waxee, mais wax yu dul dëgg yoo xamante ne la muy yàq kenn mënu koo xayma. xamal nit ñi ne que amuñu matériel de prévention, amuñu oxygène bu doy pour ñu mën a jël seen ay jumtukaay ba feebar bi di law. moo gën nga leen di wax lu dul dëgg en tant que politique. moom scientifique la wax, keneen ki politique day rafetal mais mun a indi lor ci askan bi. donc yëpp ñu ressortir ko dafa baax. li nga xam ne ñun ñoo ko moom bokk ko, ñu koy gérer, ñu leen di jox suñuy alal, ñu mën ci xam la cay xew, contrôler ko, organiser ak ñoom, jàppale leen ba mu jëm kanam. Donc sur le plan scientifique, j'en suis témoin, c'est un ami. ba ma feebaree yàlla dogal na moo ñu faj et tout ça, ñu koy gunge ci liggéey bi. lam cay daj yëpp xam nañ ko, di ko féliciter vraiment, di ko encourager. Mais monsieur Mamadou Seck aussi, c'est yeneen ouvrage xaw ma ko, mais au-delà dimension intellectuelle bi ñu ngi lay gërëm di rafetlu taxawaay bi en tant que citoyen sénégalais, en tant que journaliste professionnel, nga mën nañu rapporter li nga xam ne xew na ci Covid bi selon des faits, parce que en termes d'information, soit c'est par observation directe, soit c'est par voie documentaire, wala par voie autorisée. loolu yëpp dajale nga ko fii, dem nga fekkee, am nga dem nga ci borom xam-xam yi, laajte nga indil nga ñu loo xamante ni c'est dommage. Comme ni ma koy waxee xëy na dañ ko bind ci nasaraan, ñun ñëpp duñ ko mën a approprier. En rédigeant cet ouvrage, je me suis d'abord intéressé au premier cas. C'est un Français qui a été à l'origine de cette maladie au Sénégal.
J'ai voulu citer son nom, mais après discussion avec le professeur Moussa Seydi pour des raisons professionnelles, je n'ai pas voulu citer son nom. Et j'avais également sollicité l'avis de l'ambassade de la France, mais ils ont été du même avis que le professeur Moussa Seydi. Pourquoi je n'ai pas cité, comme je n'ai pas cité le nom du premier malade, qui est un étranger, je n'ai pas voulu également citer le deuxième, qui est un Sénégalais qui habite à Touba. Et comme ce qui m'intéressait beaucoup plus, c'est comment cette maladie est entrée au Sénégal et comment donc les gens parvenaient à être infectés par la maladie et quels sont les éléments dont disposent les scientifiques pour pouvoir soigner les malades qui sont atteints du coronavirus. Parce qu'au début, on avait pensé que la chloroquine suffisait uniquement pour soigner le malade, mais il y avait eu beaucoup de débats autour de ça. Mais avec les différentes recherches menées par le professeur Moussa Seydi et son équipe, nous avions constaté que les malades guérissaient beaucoup plus vite avec la chloroquine. Pas se soigner. Voilà. Et il y a un autre scientifique qui est là, très connu, qui avait dit que c'était même à la salle des banquets, le professeur est là, devant le président Macky Sall, disait que le président, même avec le café Touba même, on peut guérir du coronavirus. Donc ça, c'est des choses extraordinaires. Si un scientifique se permet donc de dire certaines choses, là vraiment il y a un risque réel. Parce que quand j'ai parlé de science contre politique, ça dit que je parle du scientifique et du politique. Parce que le politique peut faire des aménagements avec la vérité. Mais le scientifique ne peut pas faire ça. Le scientifique, la science, c'est comme les mathématiques, soit on trouve ou on ne trouve pas. Parce que le politique, durant cette pandémie, cherche à satisfaire son électorat. Alors que le scientifique, lui, se base sur des données scientifiques. Le scientifique, quand il donne son avis, il n'intègre pas ces données, par exemple, par exemple, il y a un Gambou qui doit se tenir à Tiaon, ou l'appel des Lions doit se tenir à Yoff ou Cameroun, le Magal de Touba. Donc, si je déclare qu'il n'y aura pas de Gambou, donc je risque de perdre mes électeurs dans cette zone. Le scientifique, lui, il donne son avis uniquement sur la maladie. Ce qui l'intéresse, c'est le malade et comment soigner son malade. Alors que le politique, lui, s'intéresse à son électorat. Mais dans cette bataille, dans ce bras de fer, c'est le politique qui a la puissance. Le politique est plus puissant que le scientifique. Parce qu'il peut décider que, bon, je décide donc qu'on va organiser un Gamou ou l'appel de la haine au détriment de l'avis du scientifique. Pour vous dire que le fossé est grand entre le scientifique et le politique durant cette pandémie. Mais il fallait juste trouver un consensus entre les deux pour qu'on puisse faire un juste équilibre pour la préservation de la santé des populations et également maintenir également l'ordre social pour qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. Et pour, comme l'a dit tout à l'heure ABF, le livre reflète également la problématique de la santé au Sénégal. Parce que à l'Université de Dakar, à la faculté de médecine et pharmacie, je pense qu'il y a plus de 300 molécules que les étudiants peuvent fabriquer. Le paracétamol est fabriqué ici en Terre, à l'Université Cheikh Anta Diop. Je pense que si l'État débloquait de l'argent, un fonds ou un prix aux étudiants pour les inciter donc à produire des molécules anticancéreuses qui coûtent des milliards, c'est plus productif même que le fisc dont ils pensent pouvoir remplir les caisses du trésor et même le pétrole dont on se targue l'oxygène. Le médicament est plus rentable que le fisc et également le pétrole et le gaz dont on se vend. Je pense que je conseillerais donc aux autorités d'inciter les étudiants à produire des molécules, qu'il y ait un prix pour la production de molécules anticancéreuses ou autres. Parce que l'Afrique couvre 1% de ses besoins. Presque on dépense 250 milliards chaque année pour l'achat des médicaments étrangers. Et alors qu'ici nous avons la matière
la matière grise est là, la matière première est là. Nous avons les ressources humaines pour donc aller de l'avant. Toujours en revenant sur le titre science contre politique, durant cette pandémie, le politique avait réussi à vouloir faire croire aux autorités, au monde scientifique, qu'il n'y avait pas un problème d'oxygène, alors que la réalité est toute autre chose. Le professeur Moussa Seydi, j'en ai parlé dans mon livre, a eu donc des différends, donc des heurts avec des politiques au sujet de l'oxygène, alors qu'en réalité, il y avait un problème. À l'hôpital Fann, il y a un cardiologue, j'avais voulu donc citer son nom, un cardiologue, son père est mort dans ses bras, tout simplement parce qu'au moment où on branchait les tuyaux d'oxygène, il y a une panne de la centrale ici à l'hôpital et il est décédé. Et on a voulu étouffer ça parce que tout simplement, on n'a pas voulu révéler ça parce que la famille avait des relations avec la famille présidentielle. J'ai voulu donc entrer dans ces détails, mais je n'ai pas voulu trop exposer pour des raisons professionnelles les scientifiques. Mais c'était juste pour dire et révéler au monde qu'il y a eu bel et bien un problème d'oxygène. Et finalement, tout le Sénégal a su qu'il y avait un problème d'oxygène parce qu'on avait finalement fait une commande de 34 centrales d'oxygène, un marché qui a été remporté par une société spécialisée dans la vente des centrales à oxygène. Si les Africains n'ont pas, s'il n'y a pas eu beaucoup de morts, parce qu'au début, les Européens, ils pensaient qu'avec cette pandémie, donc l'Afrique sera, la population africaine sera réduite à 50% ou même à 70%. Mais Dieu a fait que ce n'est pas le fait d'être africain qui a sauvé les Africains de cette pandémie. Ce n'est pas parce que nous sommes noirs ou il y a la mélanine que nous avons échappé à cette maladie. C'est juste que quand j'en ai discuté avec un professeur, il m'a fait savoir que ce n'est pas le fait d'être africain qui nous sauvait du coronavirus. C'est le fait de résider en Afrique subsaharienne qui nous sauvait du coronavirus. Parce qu'un Européen qui vivait ici en Afrique subsaharienne est sauvé du coronavirus. Parce que tout simplement, nous avons développé en Afrique ce qu'on appelle, il y a eu 4 coronavirus qui sont souvent source de rhume. Et ces coronavirus qu'on appelle des coronavirus chantilly, ces coronavirus développent des anticorps. Et ces anticorps ont sauvé les Africains qui vivent en Afrique subsaharienne du coronavirus. Parce qu'également, il y a l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Il y a des coronavirus intermédiaires. Parce que le coronavirus qui circule en Afrique du Nord n'est pas pareil du coronavirus qui circule en Afrique du Sud. La gestion également du problème d'oxygène et en même temps de la gestion des CDE. Parce que les CDE, quand le nombre de morts a augmenté avec le virus Delta. Parce que quand Delta est arrivé, parce qu'avec la première vague, les gens croyaient que donc, si la maladie est disparue, même et bien, la maladie ne peut plus faire de victimes. Alors que les mutations du virus, du coronavirus, sont plus contagieuses et plus mortelles même que le virus SARS-CoV-2. Avec le démantèlement de nombreuses CTE, nous avons assisté à un fort taux donc, de mortalité. Et au moment où les gens s'agitaient pour monter l'OCDE, le nombre de cas augmentait au fur et à mesure. Et donc ça avait dépassé donc, la gestion hospitalière, ce qui avait conduit donc, à une mésentente entre le politique et le scientifique. Et finalement, avec l'arbitrage du chef de l'État, on a pu donc installer d'autres CTE à travers le pays.